Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Kyoto, ancienne capitale du Japon, une ville historique et culturellement très riche, mais qui, ces dernières années, est victime de son succès, à ce qui paraît. Kyoto, ça reste une ville très petite comparée à Tokyo, et avec l'augmentation des touristes, plus les Japonais qui voyagent aussi beaucoup à Kyoto, certaines parties de la ville souffrent de surtourisme. En tout cas, c'est ce qu'on en dit, et on va aller voir ce qu'il en est aujourd'hui, et surtout, vous me connaissez, moi ce qui m'intéresse, c'est la nourriture, donc on va aller tester les spécialités culinaires de la ville. Bref, aujourd'hui, je vous emmène pour un classique, manger 24 heures à Kyoto. Et pour commencer cette vidéo, aujourd'hui, les amis, je me trouve à Nishiki Market, qui est un marché vieux de plus de 400 ans, il me semble. Assez petit, c'est une rue qui fait 200-300 mètres, mais il y a déjà plus de 100 magasins de street food, il me semble. Et quand j'ai fait mes recherches pour quelles sont les meilleures adresses à Kyoto pour manger, plusieurs fois est ressorti le Nishiki Market et on me dit qu'il faut absolument passer là si on aime la nourriture. Il est 10 h et je vois que tout n'est pas encore ouvert, donc on va voir ce qu'on peut trouver à cette heure-là. Et pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde, même si c'est 90% bien sûr de touristes. En venant de Tokyo, je vous avoue que ça fait bizarre parce que même si Tokyo c'est censé être la ville la plus touristique du pays, on le ressent pas. On voit à peine les touristes, sauf quand on va à Asakusa ou dans les quartiers vraiment réputés pour ça. Mais Kyoto, c'est pas la même histoire. Oh, ça a l'air bon ça. Un petit plat de bœuf. Oh, il y a vraiment tellement de restaurants, je sais même pas par où commencer. Là, regardez, on a un espèce de shop, on peut rentrer à l'intérieur et manger. Et je vois qu'il y a des tempura. En tout cas, c'est très joli, je ne m'attendais pas à ça. Bon alors les amis, le premier arrêt de cette vidéo, je me suis arrêté devant un petit magasin de tamagoyaki. Ce sont des omelettes japonaises et c'est très sympa parce qu'on peut les voir cuisiner juste à l'intérieur. C'est à l'ancienne, dans des vieilles poêles, on peut voir que c'est encore rouillé et on sent que c'est vraiment traditionnel. Je ne sais pas ça fait combien d'années que ce restaurant existe, mais j'imagine que ça fait longtemps. 1988, si j'en crois la date que je vois juste ici. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit tamago maki, dashi maki si je ne m'abuse, c'est-à-dire un rouleau d'œuf et à l'intérieur il y a une espèce de dashi, c'est-à-dire un bouillon japonais. Ça devrait avoir un petit goût. Écoutez, pour commencer cette journée, on est le matin, ça va être vraiment le petit déj parfait. Bon appétit, itadakimasu. Alors dans cette rue, la façon de manger, c'est qu'on achète le produit devant le restaurant et on mange devant le restaurant. On doit s'arrêter pour manger et on va commencer avec ce petit œuf. Donc je vous ai dit, c'est une omelette japonaise, un espèce de rouleau d'œuf en fait. Et la façon dont c'est fait, l'œuf est retourné plusieurs fois dans la poêle, ce qui fait qu'on obtient une texture un petit peu comme ça à l'intérieur. Et c'est à la fois la texture et le goût qui font la particularité de ce plat. Les amis, bon appétit. Waouh. L'œuf est moelleux, léger, aéré. En même temps, le goût vraiment réussi. On n'est pas sur un goût qui t'agresse les papilles, mais pour commencer le matin, ça va très très bien. C'est pas juste le goût d'une petite omelette, il y a vraiment le goût du bouillon japonais, le dashi à l'intérieur. Et je crois que c'est la première fois que je goûte une omelette aussi bonne comme ça. En général, elles sont sucrées, comme je vous disais dans mes autres vidéos. Là, elles ne le sont pas. Et justement, j'aime beaucoup. Parce que la version sucrée, je suis moins fan. Je crois que c'est une des meilleures omelettes japonaises que j'ai mangées depuis que je suis ici. Vraiment délicieuse. Par contre, un petit point négatif, le prix pour cette petite omelette, j'en ai eu pour 690 yens. On sent que les prix dans ce marché, ils sont adaptés pour les touristes. Oh, là, on a une petite boutique de fraises. J'adore ça. Je vais être obligé de craquer. Ichigo daifuku, ikko de... Hai. Ah, wakarimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Bon, les amis, j'ai pas pu résister. Littéralement, juste à côté du magasin de tamagoyaki, j'ai vu un shop qui vendait plein de fraises. Et ils ont la spécialité, le Ichigo daifuku. Ça, on en trouve partout dans le Japon, mais je vous avoue que j'en mange pas souvent parce que c'est souvent cher. Et celui-là, je le trouve assez raisonnable, à 400 yens. Moi, dès que ça touche aux fraises, de toute façon, j'adore. En ce moment, c'est la saison des fraises ici au Japon. Donc, qu'est-ce que c'est que le Ichigo daifuku? C'est tout simplement un mochi, donc une confiserie à base de pâte de riz avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur qu'on appelle anko, ainsi qu'une fraise. Voilà, tout simplement. C'est un petit dessert et moi, ça va me faire une petite transition après mon omelette. De toute façon, vous allez voir, on va beaucoup manger dans ce marché. Il y a plein de trucs à découvrir. En parlant du prix, celui-là m'a coûté 400 yens. Donc ça va, c'est assez raisonnable pour un daifuku, surtout dans une rue touristique comme celle-ci. Les amis, bon appétit. On va goûter la fraise déjà. La fraise explose de goût. C'est délicieux. J'avais peur que la fraise soit justement un peu sans goût. Pas du tout le cas. C'est gourmand. Regardez, là on voit bien l'intérieur, ça c'est délicieux. Bon, pendant que je mange mon daifuku, vous commencez sûrement à connaître Ubigi, c'est mon partenaire à l'année qui m'accompagne depuis presque 1 an dans tous mes voyages.
y compris au Japon. Ubigui, c'est ce que j'utilise pour avoir de la 4G sur mon téléphone quand je suis en voyage. Et justement, c'est la meilleure solution pour rester connecté et avoir de la 4G ou 5G quand vous êtes en déplacement. Grâce à son appli eSIM, 100% dématérialisé et directement disponible depuis votre téléphone. D'ailleurs, ici au Japon, Ubigui, c'est la meilleure connexion parce qu'ils ont littéralement 2 réseaux sur lesquels ils basculent respectivement pour toujours avoir la meilleure connexion. Avec l'équipe SI Japon Corp, on a même testé la connexion au sommet du mont Fuji et ça passait nickel. J'ai déjà utilisé Ubigui au Japon, en Corée, en Chine, à Singapour, en France, New York, Hawaï, bref, il y a forcément la destination de votre prochain voyage. Tout se fait en un seul clic depuis l'application et c'est bien moins cher qu'une carte SIM physique ou une pocket Wi-Fi. En passant par mon lien en description et en utilisant le code MALO, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre forfait. Alors comme d'habitude, un énorme merci à Ubigui pour leur soutien. Allez, on y retourne. Bon déjà, si je peux vous donner un conseil, si vous venez ici à Nishiki Market, c'est de venir le matin comme moi à 10 h parce que franchement, il y a des touristes, mais il y en a beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. C'est reste très tranquille. Là, vous voyez, je marche dans la rue, c'est une toute petite rue et pourtant, j'ai pas besoin de jouer des coudes, j'ai pas besoin de me faufiler. Ça reste franchement ok. J'ai fait la queue nulle part pour l'instant. Donc déjà, on est sur une note positive, malgré le fait que c'était le spot dans la vidéo que je craignais le plus. Regardez-moi ça. Vous allez trouver ça hyper drôle. Alors ça, j'ai pas arrêté d'en entendre parler quand on parlait de ce marché sur internet. C'est un poulpe avec, regardez, la tête. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il y a un œuf de caille à l'intérieur. Une des spécialités de ce marché, c'est ce fameux poulpe. Celui-là, j'en ai payé 500 yens et juste, je suis obligé de le prendre pour la vidéo, même si je suis pas fan de poulpe. La forme est juste trop drôle, quoi. J'ai jamais vu ça. Bon, on va goûter ce que ça vaut. À la vôtre. Non mais c'est pas mauvais. Vous avez vu, il me l'a passé au chalumeau juste avant de me le vendre pour réchauffer un peu le tout. Et sur le contour du poulpe, il y a une petite sauce légèrement sucrée. Bon, la texture, c'est texture poulpe, quoi. C'est un petit peu caoutchouteux, il faut le mâcher. Mais franchement, pas tant que ça. Il est plutôt tendre pour du poulpe et ça se mange assez bien. Si on arrive à passer outre la forme, qui pourra en dégoûter plus d'un. Non, en vrai, c'est original. Et par contre, la question, comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre l'œuf de caille à l'intérieur? On continue notre périple le long de la rue et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était petite, seulement 200-300 mètres, mais là, ça fait 5 minutes que je marche et j'arrive toujours pas au bout. Donc en vrai, c'est quand même vachement dense et je pense qu'on peut passer ici 2-3 heures sans souci si on prend le temps de manger, etc. Et là, je tombe devant un autre restaurant que je voulais essayer. Hi, arigatou gozaimasu. Alors les amis, ici je suis dans un restaurant de taiyaki, c'est-à-dire les petites gaufres en forme de poisson avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Vous connaissez, c'est un classique japonais. Mais ici, attention, ce poisson se mange en 1 minute. Pourquoi? Parce qu'ils mettent du beurre à l'intérieur et donc vous avez 1 minute pour la manger avant que le beurre ne fonde. Et donc c'est la spécialité de ce restaurant apparemment. Et là, je me dépêche de parler parce que je vous ai dit, j'ai que 1 minute pour manger. Goûtons. Tellement gourmand. En général, les taiyaki, c'est bon, mais c'est un petit peu sec. C'est sucré, il y a la pâte d'haricots rouges à l'intérieur, mais c'est sec. Là, avec le beurre, ça ajoute une autre dimension. Et j'ai entendu dire des gens que ça, c'était le meilleur taiyaki du Japon. Je comprends pourquoi. Franchement, je pense que je peux le mettre là-haut, moi aussi. Quelle idée de génie d'ajouter du beurre dans cette pâtisserie. Ils sont trop forts, c'est délicieux. Ok, je m'attendais pas forcément à dire ça dès le début de cette vidéo, mais ici, on a mon restaurant préféré de taiyaki de tout le Japon. Voilà, c'est dit, c'est délicieux. Et pourtant, j'en ai fait des très bons, des taiyaki. Et celui-là, le fait de rajouter un petit peu de beurre à l'intérieur, c'est des génies en fait. 440 yens et une très très belle découverte. Bon les amis, vu le nombre de restaurants qui vendent des tempura, j'étais obligé de tester. Tempura, c'est la friture japonaise. Et moi, j'en ai pris une à la crevette et au sel matcha. Une des spécialités de Kyoto en particulier, c'est le matcha. Ils ont leur propre matcha qui est parmi les meilleurs du pays. Et là, j'ai du sel matcha dans une crevette tempura et on va goûter. Bon appétit. Itadakimasu. La friture est extrêmement croustillante, mais elle est bien plus grasse que ceux dont j'ai l'habitude. Là, je ressens vraiment tout le gras de la friture, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude avec les tempura, mais ça en reste pas moins très très bon. Par contre, voilà, les prix, 500 yens la tempura, c'est indécent, vraiment. J'ai jamais payé autant pour une seule tempura. Je sens le sel, par contre, le matcha, j'ai du mal à le sentir. Pas mauvais,
mais un peu cher pour ce que c'est. Et ça y est les amis, on arrive au bout de la rue. Vous voyez, j'ai passé la porte derrière moi et en face, j'ai un temple avec plein de lampions. C'est magnifique et ça marque la fin du Nishiki Market. Verdict pour ce Nishiki Market, et bah écoutez, je dois dire que j'ai été plutôt surpris. J'ai fait beaucoup de marchés de street food ici au Japon et en général, c'est pas mes endroits favoris, mais celui-là, il est particulièrement bon et je pense que c'est le meilleur marché de street food que j'ai fait au Japon. Et ça, je m'y attendais pas. Je suis arrivé à 10 h, il n'y avait pas trop de touristes, mais là je repars, il est 11 h, ça commence à être bondé, donc un conseil si vous voulez venir ici, venez tôt le matin. J'ai testé 4-5 spécialités, mais il y a tellement d'autres restaurants que j'aurais pu en faire toute une vidéo, donc peut-être un jour revenir ici pour tester ce que j'ai pas eu l'occasion de faire. Mais pour aujourd'hui, j'ai d'autres adresses de prévues, donc on enchaîne tout de suite avec le repas du midi. Quand on pense aux spécialités de Kyoto, on ne peut pas oublier le Unagi Kinshi-dong, qui est tout simplement un bol de riz avec une tranche d'anguille grillée par-dessus, et encore une fois par-dessus, une omelette japonaise. Donc ce matin, on a mangé un petit peu une version de l'omelette japonaise, mais là, le plat principal, c'est l'anguille. Et si vous n'avez jamais vu l'anguille grillée unagi japonaise, c'est un plat extrêmement délicat qui peut être vraiment délicieux si c'est fait dans le bon restaurant. Je me situe ici dans un très vieux restaurant. Regardez, je suis dans une rue où les bâtiments sont plutôt récents et en plein milieu de tout ça, il y a ce restaurant en bois qui a l'air très vieux. Et en général, quand on voit un vieux restaurant comme ça à Kyoto, c'est bon signe. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant et j'ai commandé le fameux plat Unagi Kinshi-dong et ça vient dans un menu comme ça. Alors déjà en arrivant, on m'a amené un petit verre avec une théière et le thé vert est à volonté, j'ai l'impression. Donc je me suis servi et on va pouvoir goûter ça parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais le thé vert de Kyoto est assez réputé. Et voilà à quoi ça ressemble le Kinshi-dong. Vous avez vu, c'est servi dans un bol. On vient enlever la soucoupe et on est présenté avec une feuille d'omelette. La présentation est un petit peu différente de l'omelette qu'on a eu tout à l'heure. Et quand je soulève l'omelette, à l'intérieur, j'ai mon bol de riz avec l'anguille. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un tout petit morceau d'anguille. Je pense que j'ai pris la version petite aussi, hein. Mais c'est la partie qui coûte cher dans le plat, donc c'est compréhensible. Après, je vais être exigeant parce que j'aime beaucoup l'anguille. À côté de ça, j'ai une petite soupe miso rouge et également un accompagnement avec quelques concombres et un petit peu d'anguille, une autre forme d'anguille, voilà, tout simplement. Pour ce menu, j'en ai pour 2400 yens. C'est un petit peu cher, mais pour de l'anguille, ça reste un prix assez bas. Je vais commencer par goûter le petit accompagnement de concombre avec de l'anguille. Les amis, pour ce déjeuner, bon appétit. Itadakimasu. Le petit concombre un petit peu vinaigré, légèrement croustillant, c'est bon. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de commencer par goûter l'anguille. Regardez, voici le morceau d'anguille qu'on m'a servi avec les concombres. Tout petit, mais j'ai bon espoir. Alors déjà, c'est servi froid. Je pensais que ça allait être chaud. Écoutez, j'ai déjà goûté des meilleures anguilles, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauce par-dessus. Donc c'est une façon particulière de servir l'anguille, parce que d'habitude, tu as une sauce un petit peu sucrée qui va sur le dessus. Mais là, c'est pas le cas. Mais c'est bon, c'est assez délicat. Pas encore la meilleure anguille que j'ai mangée pour l'instant. J'attends de voir celle qu'il y a dans le bol. Goûtons pour voir la soupe miso. Pas de souci, c'est une soupe miso classique. Et enfin, on va attaquer quand même le plat principal qui est cette omelette. Par quoi je commence? Je pense que je vais commencer par l'œuf. Hein. Par contre, comment ça se mange? Avec des baguettes, ça va être compliqué. Voilà, l'omelette en question. Il n'y a pas à dire, les Japonais sont très forts pour faire de l'omelette. La texture est réussie, la cuisson est bonne. Par contre, celle-là, elle n'est pas assaisonnée. Et on m'a dit sur le côté que j'avais de la sauce soja ainsi que des épices. Ça, ce sont des épices qu'on sert avec de l'anguille. Et par contre, je ne sais pas du tout comment me servir de ce petit truc en bois. J'ai l'impression qu'il y a un trou là. Alors soit ça se fait par là, soit ça se fait par là. Voilà. Je vais essayer d'en ajouter un petit peu. Ah oui, d'accord. C'est le fameux sel, le sel vert. Oh, ça sent bon, ça sent le yuzu, ça. Voilà les épices que je viens de mettre par-dessus. Un petit peu vert comme ça sur l'omelette. Et ça, je pense que ça va assaisonner le tout et ça va apporter des nouvelles saveurs. Oh, ça sent fort le yuzu. J'y vais. Wow. C'est extrêmement fort. Mais c'est plutôt goûtu, j'aime bien. Bon alors, dans le bol, bien sûr, on a du riz qui a pris une couleur un petit peu particulière. Vous voyez, légèrement foncé, légèrement marron. Je pense que c'est la sauce qui lui donne cette couleur. Il est un peu trop cuit et il n'a pas vraiment beaucoup de goût. Un petit peu déçu pour l'instant. Je vais voir l'anguille, ce que ça vaut.
Regardez, là j'ai le morceau d'anguille. C'est vraiment petit hein, pour un morceau d'anguille. D'habitude, c'est servi beaucoup plus généreusement. Et donc, ce genre d'anguille, c'est en fait d'abord cuit à la vapeur, puis grillé. Vous pouvez voir, c'est vraiment grillé sur le dessus. Et c'est censé donner un goût un petit peu croustillant sur le contour et l'intérieur extrêmement moelleux parce qu'en fait, l'anguille, c'est quasiment que du gras. C'est un poisson qui est très difficile à cuire et à cuisiner. Mais au Japon, ils ont trouvé la bonne façon de le faire. Oh, si. Celui-là est très bon. Bien meilleur que celui qui a été servi froid à côté. Ça rattrape le tout, j'ai envie de dire, parce que les autres ingrédients, pour l'instant, j'étais un petit peu déçu. Mais là, l'anguille, elle est réussie. Très délicat comme plat. C'est un petit peu dur de juger ça parce qu'il y a 2 jours, j'étais avec Tev, on allait tourner une vidéo à Nagoya et on a mangé la meilleure anguille de notre vie. Donc, comparé à ça, ça vaut pas du tout celle qu'on a eue à Nagoya avec Tev. Mais ça reste un beau morceau d'anguille. C'est pas très cher pour de l'anguille, 2400 yens. Normalement, c'est plus dans les 4-5 000 yens. Mais je vous avoue, je m'attendais à meilleur. Ça fait partie des plats qui sont beaux en photo, mais quand on les mange, bon, on est un petit peu déçu. Goûtons le thé quand même, pour finir là-dessus. Finir sur une bonne note. Oh, le thé est délicieux. C'est dommage de venir dans un restaurant d'anguille pour boire du bon thé, mais au moins le thé est très bon. Sélectionner les restaurants pour une vidéo manger 24 heures à Kyoto, c'est un véritable challenge. Parce qu'à Kyoto, il y a autant de restaurants que d'habitants. Je vous jure, c'est une ville, comme beaucoup de villes au Japon, où il y a énormément de spécialités. Et donc, sélectionner uniquement 5, 6, 7 restaurants pour tourner une vidéo, c'est vraiment difficile. Mais heureusement, il y a une adresse que je connais ici et que j'ai absolument envie de retourner tester. Quand j'ai fait mon voyage de ramen au travers du Japon, pour ceux qui ne savent pas, je suis parti du sud du Japon à Kyushu et je suis remonté jusqu'à Hokkaido pour tester un petit peu toutes les variétés de ramen qu'il y a dans le pays. Et quand je me suis arrêté à Kyoto, je suis allé découvrir les ramen de Kyoto et justement j'ai mangé des shio ramen, c'est-à-dire des ramen au sel et c'est les meilleurs que j'ai mangés de tout le pays. J'ai adoré mon expérience dans ce restaurant, mais il se trouve que quand j'ai testé ces ramen, c'était pas en fait la spécialité. J'ai pas choisi le bon bol. Donc aujourd'hui, on va aller réparer ça. Je vais retourner dans ce restaurant et je vais enfin tester les vrais ramen de Kyoto. Et voilà, c'est juste ici un de mes restaurants de ramen préférés du Japon. C'est beaucoup dire hein, parce que j'en ai testé énormément des ramen dans tout le pays. Ça s'appelle Ramen Uroko Kyoto Sanjo et c'est juste ici. Ah ouais, j'ai déjà des bons souvenirs là. Les vrais, c'est celle-là. Ça y est, j'ai mon ticket. Et ça y est, je suis arrivé dans le restaurant et je me rappelle comme si c'était hier, alors que c'était il y a presque 2 ans maintenant. Et quand je suis venu ici la dernière fois, j'avais commandé les shio ramen. Donc les ramen au sel, le bouillon clair. On dit ramen au sel, mais en fait c'est loin d'être un bouillon simplement au sel. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ici, ils font un bouillon au poulet et au poisson, il me semble, de couleur claire. Et quand j'avais testé justement la version toute claire. Et c'était délicieux. J'avais jamais mangé de ramen aussi bien équilibré. D'habitude, dans les ramen, tu as souvent un point fort, que ce soit le bouillon ou les nouilles, la viande parfois, mais il y a toujours un truc au-dessus du reste. Dans ce bouillon de ramen, je me souviens que tout était à force égale, j'ai envie de dire. Ce qui veut dire que chaque ingrédient arrivait à s'exprimer, que ce soit le bouillon, les nouilles, la viande et l'œuf, ce qui créait vraiment une synergie et un bouillon parfait. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que la vraie spécialité de Kyoto, ce sont ces ramen. Quand je viens de recevoir les ramen au shoyu. C'est le même bouillon, la même base, sauf qu'ils ajoutent une sauce shoyu extrêmement dense, ce qui lui donne une couleur noire. Et voici la vraie spécialité, les ramen de Kyoto. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu la même base que ce que j'avais goûté la dernière fois, sauf qu'ils ajoutent cette sauce shoyu très foncée. Et déjà, ça a une odeur assez forte, je m'attendais pas à ça. Parce qu'il disait sur internet que ça avait une couleur foncée mais que le goût n'était pas si puissant que ça. Et pourtant l'odeur est très très importante, très très forte. Une odeur presque de poisson, vinaigre de poisson, mais également de porc. C'est quelque chose que j'ai encore jamais vu dans des ramen. Et sans plus tarder, j'ai envie de commencer par le bouillon. Les amis, pour ce magnifique bol de ramen, bon appétit. Itadakimasu. Wow, regardez la couleur de ce bouillon. On a quelques bulles de gras sur le dessus, donc ça va pas être non plus sans gras. Oh, ok. L'odeur est beaucoup plus forte que le goût. Le goût est en fait assez subtil, donc on reste dans un bouillon subtil comme ce que j'avais goûté la dernière fois. Et c'est des saveurs que j'ai pas du tout l'habitude dans des ramen. C'est très original. C'est ça que je sens très fort. C'est la bonite séchée.
C'est ça que j'arrivais pas à décrire comme odeur. La bonite séchée, vous savez, c'est ces petites feuilles de poisson, de bonite justement, déshydratées et séchées, et qui bougent comme ça quand c'est mis sur le plat. Et le goût le plus fort qui ressort, c'est vraiment ça. Le reste, je sens le petit bouillon de poulet dans le fond, et ça c'est très très bon. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ce bol de ramen, c'est les nouilles. Je pense que ça c'est mon calibre de nouilles préféré. Vous voyez, c'est des nouilles moyennement épaisses, mais qui sont également ondulées. Et cette forme ondulée, ça permet de garder et d'aspirer en fait tout le goût du bouillon. Donc les amis, on va goûter les nouilles. Les nouilles sont incroyables. Ça, c'est juste les meilleures nouilles qu'on peut avoir dans des ramen. La texture est parfaite, la cuisson, c'est rebondissant sous la dent, ondulé, donc ça donne des petites formes assez agréables en bouche. Et j'ai exactement le goût du bouillon. Ça s'est transposé dans les nouilles. D'ailleurs, ça se voit, parce que les nouilles, elles sont sombres. Et ça, c'est assez rare aussi, de voir des nouilles aussi sombres. Je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Et ça marche très très bien. Pour l'instant, on est sur un bol de ramen assez léger, mine de rien. Il n'y a rien qui t'agresse les papilles. On n'est pas sur un bol trop gras non plus. Et franchement, c'est appréciable. Le midi, comme ça se mange très bien. Goûtons la viande. C'est des fines tranches de porc, un petit peu comme du jambon. Mais là, encore une fois, ça a pris la couleur du bouillon, donc c'est très sombre. Encore une fois, c'est pas la meilleure tranche de porc que j'ai mangé dans un bouillon de ramen, mais c'est un très bon niveau. Pour l'instant, tout est un bon niveau. Rien d'exceptionnel, mais du coup, chaque ingrédient a sa place. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui change du bouillon par rapport à la dernière fois? Le goût est un petit peu différent, effectivement. J'ai du mal à mettre le doigt dessus. C'est la shoyu, mais c'est une sauce shoyu dont j'ai pas l'habitude. Alors là, si le micro marche encore après ça, à force de tenir mon micro à la main, j'ai fini par le faire tomber dans mon bol de ramen. C'est une première, ça. Je vais vérifier le son quand même parce que j'ai un peu peur. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je tiens toujours mon micro comme ça à la main, c'est parce que quand il y a de la musique comme ça dans les restaurants, j'essaie de rapprocher le micro de ma bouche pour justement pas qu'on entende cette musique. Bon, quoi qu'il en soit, on continue sur notre bol de ramen. Il me reste l'œuf à goûter. L'œuf qui a l'air, encore une fois, mariné dans la sauce. La cuisson a l'air pas trop mal. L'œuf est incroyable. Je rigole pas. La cuisson est bonne, mais surtout le goût. La marinade, je sais pas dans quoi il est mariné, mais il a effectivement le goût de soja, mais également de poivre. Et ça, c'est une première. J'aime beaucoup. Et je m'en fous partout, comme d'hab. C'est un très bon bol de ramen. Au final, est-ce que c'est différent du premier bol de ramen que j'avais testé, celui au shio? Oui, mais pas forcément en mieux. Je crois que je préférais l'autre, parce que ce bouillon à la base de sauce shoyu, ça a un goût un petit peu particulier, dont je suis pas forcément fan, mais ça n'en reste pas moins délicieux. Le tout est encore une fois très très bien équilibré, comme je vous disais tout à l'heure. Et si jamais vous passez à Kyoto, ça c'est une de mes adresses préférées dans la ville. Et ça y est les amis, me voilà arrivé dans ma chambre d'hôtel. La vidéo n'est pas finie puisque je vais vous récupérer demain matin pour qu'on continue notre exploration et qu'on mange réellement 24 heures ici à Kyoto. J'ai réservé un restaurant pour demain matin qui était très populaire, donc j'ai de bonnes attentes. Ce soir, je vais me poser là et je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur, donc je me pose à l'hôtel et je vous récupère demain matin pour la suite de la vidéo. Allez, bonne nuit. Les amis, bon matin, good morning. J'ai plutôt bien dormi dans mon petit hôtel là en centre-ville. Il est 8h30 et ce matin j'ai fait une réservation pour aller manger dans un restaurant de petit déjeuner. C'est une spécialité de Kyoto pour le matin. On va aller déguster ça. Je me rends au restaurant et on va manger. Journée un petit peu grise aujourd'hui à Kyoto, mais ça va pas nous empêcher de se régaler. Je crois que c'est dans cette petite allée là. Oh, sympa. On dirait une vieille allée traditionnelle. Ah oui, c'est là. Ah ouais, c'est tout petit. J'ai l'impression que ce restaurant n'est pas du tout axé pour les touristes, en tout cas les touristes étrangers, mais beaucoup plus pour les japonais parce qu'il n'y a pas un mot d'anglais. C'est très très rare à Kyoto. D'habitude, tout est un petit peu traduit en anglais. Il y a tellement de touristes. Et là, ils misent même pas sur les anglais. Ohayou gozaimasu. Les amis, je suis arrivé dans le restaurant et quand je regarde la fiche Google Maps, il y a 2862 avis pour 4,4 étoiles. C'est absolument énorme. Et le fait qu'il n'y ait aucun mot en anglais, ça me dit que c'est que des avis de japonais. Donc ça, c'est déjà très très bon signe.
Tout ça c'est bien beau, mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va manger dans ce restaurant? Eh bien c'est tout simplement un menu petit déjeuner avec un bol de riz et de la bonite séchée en énorme quantité, voilà à quoi ça ressemble, avec un œuf par-dessus. Tout ça c'est servi avec une soupe miso bien entendu. Et écoutez, c'est un petit déjeuner plutôt traditionnel japonais, bol de riz, œuf. Par contre la bonite séchée. Et alors pour mettre l'œuf à l'intérieur, il faut le casser soi-même et venir le rajouter dans le bol. Et on m'a dit qu'il fallait d'abord manger la bonite séchée toute seule et ensuite on va mélanger le tout avec l'œuf. C'est vraiment un petit déjeuner tout simple et je pense que tout réside dans la bonite séchée. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Wow. Si vous n'avez jamais mangé la bonite séchée, ça a un goût de poisson fumé, mais la texture est très drôle. C'est un petit peu comme la barbapapa, sans le côté sucré, mais plus la texture, ça fond sur la langue. Et le goût, c'est vraiment un mélange entre poisson fumé et bacon. C'est très drôle comme texture. Pour l'instant, c'est très très bon. Le matin, il n'y a rien de mieux qu'une petite soupe miso comme ça. C'est vraiment délicieux. Maintenant, on va essayer de mélanger l'œuf. La bonite, elle colle à mes baguettes maintenant. Comment je vais faire pour manger ça? La texture, c'est vraiment drôle. J'ai jamais eu cette texture dans ma bouche. C'est hyper original. Maintenant, je vais goûter avec un petit peu de riz. C'est tellement délicat pour le petit déjeuner. C'est parfait. C'est léger. On a le goût de jaune d'œuf. Le poisson qui vient accompagner le tout. C'est pas trop fort, hein, le goût de poisson. Franchement, c'est bien équilibré. C'est surprenamment bon. Par contre, c'est très dur à manger. Ensuite, on m'a dit de verser de la sauce soja sur le poisson et le riz pour changer encore une fois le goût. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans la cuisine japonaise, c'est que les plats, souvent, ils se mangent de plusieurs façons. Et au fur et à mesure du plat, on change la façon de le manger. Et ça apporte du nouveau, de la fraîcheur tout au long du repas. Wow. Là, on a une sauce soja hyper intense. Ça rajoute un goût très profond. Je vous ai pas décrit le restaurant, mais il y a littéralement 6 places assises sur un petit comptoir. Et enfin, pour finir cette expérience, on a devant nous un bouillon de thé qu'on va pouvoir ajouter dans le bol à la fin pour faire un ochazuke. Et maintenant, j'ai, comme vous pouvez voir, mon ochazuke. Le ochazuke, c'est tout simplement une soupe de riz avec du thé à l'intérieur. Et voilà, c'est la dernière forme de ce plat. Je mélange bien le tout. Vous voyez, c'est une petite soupe comme ça, un petit peu crémeuse, un petit peu comme un porridge. Et ça va être parfait pour finir le repas. On va ajouter un petit peu de sauce soja. Moi qui adore manger salé le matin, pour moi ça c'est un régal. Mais j'ai envie de dire, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger salé, c'est tellement léger comme petit déjeuner que ça peut être une bonne porte d'entrée au petit déjeuner salé. Franchement, cette adresse, je vous recommande. En plus, j'avais clairement pas besoin de réserver, il y avait largement la place. 1200 yens, ça m'a coûté ce petit déjeuner et je dois dire que c'était plutôt sympa. Ça débordait pas de goût, mais c'était original et pour commencer la journée comme ça, c'est parfait. Je recommande cette adresse. Je vous les mets bien sûr tout le temps en description, hein, les adresses dans mes vidéos. Donc si vous prévoyez un voyage à Kyoto, n'hésitez pas à aller checker ça. Jusqu'à maintenant, on était dans la partie un petit peu touristique de Kyoto, là où il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'attractions. Mais pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous montrer un endroit un petit peu moins connu, il paraît, et pourtant qui regorge de plein de restaurants. Ça se trouve juste à côté de la gare de Kyoto. On est parti. Voici la gare de Kyoto, et si on tourne, tac! Ici, on a la Nidek Kyoto Tower et à l'intérieur, il y a une espèce de food court. En plus, on peut monter au sommet pour avoir une vue sur toute la ville. Il paraît que c'est assez sous-coté, donc on va aller voir ce qu'on peut trouver. Ok, là on a un petit restaurant de sushi, des gyoza, cuisine chinoise ici. Alors ça, je dois dire que c'est un des aspects assez sous-cotés au Japon en général. Les food courts, ce sont des ensembles de restaurants où on trouve un peu toutes les spécialités japonaises et souvent de très bonne qualité pour des prix assez raisonnables. En plus, celui-là, il a une ambiance assez sympa avec de la belle déco. On a même des bars à saké. Là-bas, on a du bœuf wagyu. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Et en plus, un des gros avantages de ce genre de food court, c'est que si vous venez à plusieurs, chacun peut choisir son restaurant préféré et vous mangez tous à la même table. Et là, on a des soba, des udon. J'ai passé ma commande et je me suis installé à table. D'ailleurs, ça vient d'arriver. Et qu'est-ce que j'ai pris dans ce food court?
Je me suis fait plaisir, j'ai pris un fluffy pancake. Alors ça, c'est une spécialité japonaise qui est absolument délicieuse. Et il paraît que ce restaurant les fait très très bien, donc je m'en suis commandé un petit. L'inconvénient de ce genre de fluffy pancake, c'est que ça prend assez longtemps à faire. Là, j'ai commandé il y a à peu près 25 minutes. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils le font à la minute. C'est-à-dire qu'on les voit faire sur la plaque juste devant. Ils font la pâte à pancake qui est extrêmement aérée parce qu'ils utilisent des blancs d'œufs montés en neige à l'intérieur. Et ensuite, ils les font cuire à basse température sur la plancha. Et donc, c'est pour ça que ça prend à peu près 20 minutes à cuire. Voici mon pancake et celui que j'ai pris, j'ai fait exprès de prendre une spécialité de Kyoto, celui au matcha. Le matcha de Kyoto qui est très réputé, Uji Matcha, et il paraît que c'est un des meilleurs du pays. Donc voilà à quoi ressemble mon pancake. Vous voyez que quand je le coupe en deux, à l'intérieur c'est extrêmement aéré et c'est ça qui fait toute la spécialité de ce dessert. Et je peux vous dire que c'est extrêmement délicat. Bon, je commence à avoir faim parce que ça fait un moment que j'attends. Voici à quoi ça ressemble. Oh là là, dans la petite crème de matcha. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Wow, c'est peut-être le meilleur fluffy pancake que j'ai mangé au Japon. Il est tellement moelleux et goûtu. La dernière fois que j'avais mangé un fluffy pancake, il n'avait pas autant de goût. Et là, on sent que c'est sucré mais pas trop, moelleux. On a bien le goût d'œuf en arrière-bouche et surtout cette texture absolument divine. Wow. C'est tellement aéré, on a l'impression de manger un nuage. Mais derrière, on a le goût qui vient en bouche, qui est un petit peu gras, un petit peu sucré. Et j'ai la note de crème de matcha qui vient par-dessus et qui n'est pas du tout amère. C'est ça parce que le matcha, ça peut être très amer s'il est fort. Mais là, il vient juste rajouter ce petit goût tout juste délicieux. Wow, j'ai pris une claque. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez que sur le côté, j'ai un petit peu de meringue. Ah, c'est délicieux. Et c'est servi avec une boule de glace matcha qui est également très bonne. Elle a un petit peu plus le goût de matcha et du coup ça complémente très très bien avec le pancake qui est assez léger. Oh là là, je vais faire le mélange ultime là. Glace matcha, meringue, pancake. Le mélange de texture et de chaleur. Le pancake il est encore chaud parce qu'il vient tout juste d'être prêt. La glace gelée sur le côté. Vous avez vu le petit... le sucre glace qui a été ajouté sur le contour et je pense qu'il y en a sur le pancake, ils ont mis avant de rajouter le coulis de matcha. Ça c'est un vrai délice et c'est la petite gourmandise qui fait vraiment du bien. J'avais vu cette adresse sur internet et moi les fluffy pancakes, pour moi c'est vraiment kit ou double. J'en ai mangé des bons comme j'en ai mangé des vraiment éclatés et celui-là il fait partie de ma liste, mon top 3 voire top 1 du meilleur pancake que j'ai mangé au Japon. Je ne mange pas souvent, je vais pas faire l'expert, mais ça c'est un vrai truc à faire si vous êtes dans la gare de Kyoto. Enfin, c'est juste à côté. Pour ce pancake, ça coûte un petit peu cher. J'ai payé 1450 yens avec ma boisson, mais c'est toujours dans ces prix-là. C'est les fluffy pancakes, c'est assez cher parce que ça demande pas mal de main d'œuvre, ça prend du temps à cuisiner. J'imagine que c'est la raison, mais aussi parce que les desserts au Japon, ça coûte très cher. Bon, je finis mon pancake et après, on va monter en haut de la tour. Et ça y est, j'arrive au sommet de la tour. Enfin au sommet, je ne suis pas vraiment tout en haut, je suis à 100 mètres de haut. Et là, on commence à avoir une vue sympa sur Kyoto. Ok, ça vaut le coup. Pour l'instant, c'est très sympa. Il commence à pleuvoir, mais ça donne une petite ambiance assez cool. Le ticket m'a coûté 900 yens. C'est cher, mais c'est moins cher, bien moins cher que les tours qu'on trouve à Tokyo. Donc pourquoi pas. Ah ouais, on peut voir les monuments en plus. Ah ça, c'est joli. Non, franchement, c'est très sexy. Il y a des petites lunettes comme ça qu'on peut utiliser gratuitement. Est-ce qu'on voit bien à l'intérieur? Ah ouais, même vous pouvez voir. Regardez ce qu'on a comme vue. Pas mal, hein? Ça, c'est la tour que vous voyez juste ici. Pas mal. Oh, il y a le Shinkansen là-bas. Regardez. Vous voyez, j'ai fait aucune activité touristique pendant mon séjour à Kyoto. Et du coup, je suis content d'avoir fait celle-là parce que ça me permet d'avoir un aperçu un peu de tous les quartiers que j'ai pas visités. Et là-bas, il y a les montagnes. Bon, écoutez les amis, si je devais faire une conclusion pour ma part sur cette ville de Kyoto, je vais faire une analogie, c'est que pour moi, Kyoto, j'y vais comme j'irais à Disneyland. Un peu à reculons. C'est parce que je sais que
je vais avoir 3 heures d'attente à chaque attraction, que je vais passer ma journée à attendre, mais au bout du compte, ça vaut le coup parce que je vais m'amuser. Les attractions sont cool, je vais passer un bon moment, l'ambiance est sympa, les décors sont extraordinaires. Et bah Kyoto c'est pareil, c'est une ville magnifique avec plein d'endroits un petit peu traditionnels, des superbes adresses pour manger, mais ça vient à un prix, c'est le nombre de touristes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement des touristes étrangers, c'est aussi beaucoup de touristes japonais, donc il y a beaucoup de foule là où on va. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas, que j'ai du mal. Et après, ça va être à vous de décider est-ce que ça vaut le coup ou non. À qui est-ce que je recommande Kyoto? Principalement à ceux qui veulent absolument venir ici. Et pour tous les autres, si vous aviez Kyoto sur votre itinéraire de voyage juste parce que vous avez vu ça sur internet, vous avez un guide qui vous l'a recommandé, je vous conseille de choisir un autre endroit. Il y a plein d'autres villes traditionnelles au Japon. Il suffit de faire une petite recherche sur Google, vous en trouverez plein qui, à mon avis, vaudront bien plus le coup, surtout si vous avez peur de la foule et que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une marée de touristes. Ceci étant dit, ça reste une très belle ville avec de très belles spécialités et je me suis quand même régalé pendant ces dernières 24 heures. Kyoto, c'est comme Tokyo, une ville où on pourrait aller des dizaines et des dizaines de fois et jamais retourner à la même adresse. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur cette ville de Kyoto, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la vidéo. Je remercie également Ubigi qui m'accompagne dans tous mes voyages, y compris ici au Japon, où j'ai la meilleure 4G avec Ubigi. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description si jamais vous prévoyez un voyage. Les amis, je ne vous garde pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!